Alors, je me trouve un peu ici chez moi, cher M. Gonzalez. Il y avait une lointaine famille, le comte Berg, qui s'illustrait en Pologne. Je ne dis rien, vous le verrez. Il a été un général, un diplomate, membre de la géodésie. Il y a un autre Berg, pas de la famille, mais j'ai connu sa petite fille, qui a écrit le meilleur ouvrage sur les régions naturelles de l'URSS. Et quand j'ai commencé mes études à Sciences Po, il y a très longtemps, très trop longtemps, Pierre Georges, un grand géographe, membre du Parti communiste au passage, qui avait un petit peu parlé de cet ouvrage en disant c'est le meilleur ouvrage sur la Russie. Alors tous les yeux sont pointés sur moi. Ah, c'est ton grand-père. Alors j'ai dû me cacher parce que la plupart des étudiants de Sciences Po étaient plutôt anticommunistes à l'époque. Donc, et d'autres souvenirs qui est intéressant, j'ai eu un oncle, en fait c'est pas mon père, c'est Serge Berg, qui a fait partie des services d'écoute de l'AFP, bah oui, les écoutes, et il a fondé le bureau de l'AFP en URSS en 1957. Et je venais avec lui ici écouter d'imminents conférenciers, et ça a un peu éveillé ma vocation. Et moi, j'étais assez petit, timide, là, et j'étais au fond de la salle, et je me demandais, mais est-ce qu'un jour, je vais moi-même... Vous savez, il y a Goethe, germaniste, il y a le théâtre pour enfants. Goethe disait, je veux être à la fois émerveillé par le théâtre et celui qui manipule les petits théâtres. Hein. Dites Zauberton et dites Zauberton. Alors je me dis, est-ce qu'à mon tour, je vais vous émerveiller? On verra. Ça, c'est... Soyons prudents. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a créé le service scientifique de l'AFP et pratiquement le service scientifique des agences de presse, parce qu'il était en URSS. Alors, malheureusement, tous ces liens scientifiques, à cause de cette guerre destructrice des humaines, nous ont cassé ces relations. Pour combien de temps? Nul ne le sait. Alors, il est évident que je ne peux pas aborder un sujet aussi immense qui m'a passionné, qui m'a renversé. C'est évident, comme beaucoup de gens. Alors, on ne peut pas. Bon, c'est évident que tout le monde se pose 3 questions. Peut-être qu'on les abordera dans les questions. Comment tout ça va terminer? Nul ne le sait. Il y a tas d'hypothèses. J'ai écrit un article dans la revue de défense nationale qu'on trouve sur Cairns. Entre nous, c'est toutes les hypothèses. Si quelqu'un a une autre hypothèse, on peut en discuter. Ensuite, en quoi cela me concerne? L'un des exemples, je n'ai pas le temps d'en parler, comme je suis spécialiste du problème du pétrole, le problème du pétrole, il y a la lutte entre États-Unis, gaz de schiste et tout. Le baril de pétrole, on n'achète pas du baril, mais on achète des litres d'essence. On voit très bien où c'est. Le baril est à 75,80. Il était à 138 à un moment, bien avant. Il est retombé. Et donc, les fondamentaux, comme on dit, le placent à 75,80, c'est-à-dire 20 à 30 $ avant la période d'avant une quinzaine. Et donc, on va vivre, puisque l'Europe ne peut plus acheter ni gaz ni pétrole à la Russie, il faudra bien qu'elle en trouve ailleurs, mais il y aura certainement des questions là-dessus. Je n'aborde pas ça. Et la troisième question, évidemment, c'est quel ordre mondial, vers quel ordre on y va. Donc, je vais aller assez vite parce que j'ai des slides. Alors ça, c'est intéressant. Ça montre, c'est le taux d'audience. Plus on s'éloigne de la zone du conflit, plus la tension, plus les médias. Ça, c'est une étude qui a été faite. Voilà. Combien il y a de news, combien de nouvelles par jour? Voilà. Alors évidemment, Nouvelle-Zélande, il y en a très peu. Et puis Chili, beaucoup moins. Alors, je vais développer 3 thèses rapidement. Chacune mériterait presque. Voilà. Tout le monde parle de l'avancée de l'OTAN, ce qui est vrai. Tout le monde parle du regain impérial de la Russie, c'est vrai. La volonté de constituer l'URSS. Tout le monde a écrit là-dessus. Moi, j'ai essayé d'aller un peu plus loin. Je ne nie pas ça. Mais j'essayais d'expliquer quelle est la pensée géopolitique autour du Kremlin et pourquoi, finalement, Vladimir Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine, de décapiter son gouvernement, pourquoi il l'a pris le 24 février et pas avant. J'ai une chronologie très précise, au mois près, au jour, dans mon ouvrage, je ne reviens pas. Mais la pensée géopolitique est la suivante. D'abord, c'est la dernière guerre d'envergure sur le sol européen. J'avais écrit avant, toutes les guerres, des guerres d'Italie jusqu'à 1945, alors évidemment, toutes les guerres se sont déroulées sur un triangle très intéressant entre, disons, le Rhin,
l'Elbe, le Danube. Alors il y a évidemment la campagne de Russie, il y a eu Hitler le 22 juin, la Wehrmacht, mais disons que le cœur de l'Europe, elle était là. C'était la grande bataille franco-allemande, italienne, austro-hongroise, espagnole, et ainsi de suite. Et là, on a une translation, on a une guerre nord, vous voyez, nord qui va nord-ouest, qui va vers le sud-est, et qui est en plein dans l'épicentre de la troisième Europe, l'isthme ponto-baltique, la mer Baltique et la mer Noire. Et c'est intéressant parce que dans toute l'histoire, les grandes puissances se sont battues pour avoir l'hégémonie dans cette région. J'ai tout un chapitre sur Poltava. Je me souviens, j'avais été à Moscou en 2009. Il y avait une grande manifestation en l'honneur de Poltava. Donc, c'était la grande victoire. Et je dis, la Russie est devenue un empire avec Poltava 1709, où ils ont battu Charles XII. Voltaire a écrit un bel ouvrage sur Charles XII, et donc, le siècle. Et donc, la Russie a battu la grande puissance militaire en 1709, parce que la France était alliée, évidemment, de la Suède, et donc, ça a été une bataille. Et le résultat, entre autres, c'est que maintenant, la suprématie de la Baltique, ça va être un acte otanien. Voilà, bravo l'artiste, en quelque sorte. On retourne au point de départ. Et maintenant, il y a évidemment l'isthme baltique, la fameuse route des Varegs que vous connaissez. Maintenant, la bataille est autour de la mer Noire. Alors, Dieu sait que vous savez que la France et l'Allemagne ont fait 7 fois la guerre, les Turcs et les Russes 13 fois, et donc la mer Noire est le point central. Et bon, l'isthme, c'est la troisième Europe. Et donc, je n'ai pas le temps de développer. À mon sens, Poutine a pris la décision entre, disons, 2018 et l'été 2020. Bon, il est réélu le 5 mai, il change la Constitution, il coule dans le marbre tout le socle de son héritage. Il voulait être le nouveau Pierre le Grand. Donc, je ne vais pas répéter ça. Le mariage, c'est un homme et une femme, l'histoire sacrée, on ne peut pas réviser, et ainsi de suite, le pilier. Et donc, il se dit, bon, voilà, j'approche 70 ans, je n'ai pas de véritable héritier, ce n'est pas Shoigu, ce n'est pas Sobyanin, qui est un bon administrateur. Shoigu, c'est pas Patrouchev qui m'en veut, qui dit qu'il est plus intelligent que moi. Voilà. Donc, j'ai fait le vide, mais maintenant, l'héritage, je ne vais pas vivre jusqu'à 100 ans. Donc, c'est dit. C'est une interprétation. Les mémoires parleront, mais pour l'instant, j'essaie de l'expliquer, parce que dire que l'Empire, tout ça, d'accord, mais pourquoi? Et justement, j'essaie de le montrer. Souvenez-vous, le 20 juillet 2020, Pologne, Lituanie, Ukraine signent ce qu'on appelle le triangle de Lublin. Il y a le triangle de Weimar, il y a le triangle de Visegrad, voilà, donc c'est ces pays-là, le triangle de Lublin, voilà. Et donc, ils signent... oulala, qu'est-ce qui se passe? Vérifier la connexion, non? Oulala, il me met vérifier la connexion, j'arrête. Donc, ma conviction profonde, il faut bien avancer une thèse, il ne faut pas répéter ce que tout le monde a dit, ce n'est pas original. Et donc, ils ont créé une brigade, d'ailleurs. Ensuite, au mois d'août, la Biélorussie a des élections truquées. Et le Batka, le père, qui est malin comme tout, c'est une véritable souris, il est au pouvoir depuis 1994, il voulait être même président d'une confédération rénovée. Alors, Poutine s'est dit, mais peut-être que la Biélorussie, si le mouvement Maïdan gagne la Révolution des Roses, donc il était prêt à envoyer des troupes, souvenons-nous, tous ceux qui ont suivi ça de très près. Donc il s'est dit, mais écoutez, déjà il signe ces triangles de Lublin, si ensuite la Biélorussie, ça va être la République de deux nations, 1569, ça va être un bloc de 110 millions d'habitants dans mon étranger proche, et donc si je perds le contrôle de cet isthme, je suis perdu comme grande puissance. C'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai une distinction qui m'est propre. Vous savez qu'on a parlé d'hyperpuissance. Je fais une réflexion entre puissance macro-régionale, transrégionale et régionale. Macro-régionale,
l'URSS n'a jamais été une puissance macro-régionale. Elle a voulu l'être entre l'Angola 75, l'Afghanistan, puis après elle s'est écroulée. Elle n'a pas les moyens humains, financiers, et ainsi de suite. Elle est trop grande, son économie, pour être marxiste, son infrastructure ne peut pas supporter une telle structure. Les États-Unis le sont. Il y a 300 bases américaines. Le budget, rien que le budget américain pour entretenir les bases à l'étranger, c'est 250 milliards. C'est pratiquement le budget chinois. Pas en parité de pouvoir d'achat, bien sûr. Il faut comparer ce qui est comparable, mais quand même. Donc, la Chine veut l'être. Elle s'est fixée, d'ailleurs, 2042, 2049. L'Inde n'est qu'une puissance régionale, même pas transrégionale. Donc, vous voyez, l'Inde, elle a le SARC, c'est l'Asie du Sud. Et puis, elle a un conflit avec le Pakistan et l'Inde. Bon, l'Inde, elle a du commerce dans l'Afrique, mais elle n'a pas de base, elle n'a pas une grande influence. Elle pourrait devenir une puissance transrégionale. Donc, il y a très peu de puissances transrégionales. Le Brésil ne l'est pas. Il veut la domination de l'Atlantique Sud. Je ne vais pas les cartes là. Donc, vous voyez que dans la hiérarchie des puissances, l'ordre, c'est quoi? Je vais très vite. C'est à la fois la hiérarchie des puissances. Qu'est-ce que les grandes puissances? Bon, ben, il y a les 4 qui ont battu Napoléon, ensuite la France. Et puis, l'histoire montre, pour devenir une grande puissance, il faut un siècle. Il n'y a que les États-Unis, le Japon et la Chine qui étaient une puissance en herbe. Et donc, on peut dire que l'ordre, je vais très vite, mais je crois que je suis un peu ma pensée, dans les 30 années à venir, je ne vois pas d'autres prétendants au statut méga-régional. C'est que États-Unis, Chine, et on est en plein dedans, et c'est transrégional, la Russie. Et si la Russie ne maintient pas, elle ne fait comme pas la guerre pour quelques kilomètres carrés du Donbass, franchement, je ne veux pas dire, ça serait vraiment idiot, ne me répétez pas, franchement, ça c'est un peu pour la façade. C'est évident que c'est pour le contrôle de cette région, et que si la Russie perd le contrôle de cette région, à la fois les flux économiques, les flux humains, eh bien, elle est reléguée à la Russie d'avant Ivan le Terrible, qui s'est retourné vers Kazan, qui a pris Kazan, qui a pris ensuite Astrakhan, 1522, 1522. Elle devient une puissance asiatique. Elle ne le veut pas, certains. Lukyanov, qui est un des meilleurs experts, j'ai lu son article, les Russes, c'est très long, hein, Jacques, tu ne veux pas me regarder, ils n'ont pas la concision française. C'est pour ça que Tolstoï a écrit 1200 pages. Hein. Et vous savez, quand Tourguenieff, qui est un amoureux de la France, il a montré à Flaubert Guerre et paix, et Flaubert a dit « Ah, bah, il ne connaissait pas Tolstoï. Ah, bah, très bien, ton écrivain, mais un peu long. » C'est vrai qu'il y a 300 pages d'histoire qu'il aurait pu se passer. Mais ça montre les mentalités. Pas en même temps, vous voyez. On vit dans une autre temporalité, à la fois physique et mentale et chronologique. Donc, la Russie joue, je crois qu'elle sera plus... D'ailleurs, en russe, c'est pour Sverdirjava, super grand. Je ne vais pas faire la classification. La Russie, après la chute, a renoncé à tout jamais à son statut de grande puissance, donc méga-régionale. Mais elle s'accroche encore au statut de transrégionale. Voilà pourquoi elle est présente dans le Sahel, mais c'est quand même pas 5000 Russes qui vont régler tout le problème que l'armée française n'a pas pu régler. Ils sont là pour accaparer des mines d'or, des choses comme ça. Bon, ils sont en Syrie, mais là un peu match nul avec la Libye. Donc voilà, donc c'est là l'enjeu. C'est là l'enjeu qui est important. Elle joue son statut. Alors, donc là, c'est des cartes qui ne sont pas très visibles, malheureusement. C'est toute cette zone mer Noire, mais j'en aurai d'autres. Il faut aller vite parce que là, je vais... Bon. Alors, la Russie a toujours eu la hantise d'être assiégée, repoussée vers l'Asie. Là aussi, je vais vite parce que je n'ai pas le temps. Vous voyez toutes les cartes où la Russie, il y a un sans arrêt aller-retour. Le Russe, il a toujours... Bon, il y avait des invasions, évidemment, les Tataro-Mongols, 1240, compris Kiev, mais après, toutes les invasions, toutes les attaques ont été par l'Ouest, et on voit très bien comment les territoires ont changé. Donc, vous voyez, alors ce qui est intéressant, quand vous prenez la carte ici, bon, la carte Smolensk, pour ceux qui s'intéressent évidemment à la campagne de Russie, quand les Cosaques ont pourchassé les soldats de Ney, vous voyez, et les Français mangeaient du cheval, les Russes se sont arrêtés à Smolensk. Ils n'ont pas été au-delà. Ils défendent leur territoire, mais le reste, beaucoup moins. Donc on voit
on voit tous ces territoires. Alors là, c'est une carte intéressante qui montre très bien la Baltique. Bon, alors aussi, regardez comment les manipulations. Alors, ce fameux Nord Stream, c'est depuis longtemps, il y avait Nord Stream 1, Nord Stream 2. Alors, tout le monde, regardez comment, il y a un journaliste, parce qu'il a découvert des turpitudes américaines, soi-disant, il a fait une enquête, il a dit, c'est les Américains. Et puis après, on découvre que c'est peut-être les Ukrainiens. Et puis demain, on trouve à quoi? Là aussi, on verra, mais soyons calmes. On n'a pas découvert tout ça, mais en tout cas, la Baltique, je vous dis, elle est devenue, vous voyez, avec la Suède, bon, il y a évidemment la Turquie, c'est quand même maintenant un lac otanien. Alors voilà mon triangle de Lublin. Donc vous voyez, il y a cet axe Union européenne-Russie. Bon, c'est un peu l'Atlantique à l'oral, le fameux discours du général 59 de Strasbourg. Ça a été la maison commune, ça a été la confédération de François Mitterrand, des beaux rêves, des utopies qui se sont écroulés comme un château de cartes. Eh bien, il y a l'isthme Baltique-Mer Noire, donc vous voyez que l'isthme rejoint les deux espaces baltiques, mer Noire, donc c'est vital. C'est le fameux Heartland de Mackinder, son fameux article de 1907, le Pivotal Geography of History. C'est l'un des articles, peut-être l'article le plus important de toute l'histoire géopolitique ou de la géographie politique. Alors voilà ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, vous voyez, alors il y a évidemment Odessa ici, il y a la Roumanie, les Français pilotes sont un peu le pilote en Roumanie. Là, il y a Kherson qui a été libéré le 11 novembre, Nikolaïev. Alors moi, je pense que, alors là, il y a le fameux Mariupol. Moi, je suis convaincu toujours que l'offensive ukrainienne devrait commencer par là. Vous voyez, anticiper. Si elle arrive dans les 3-4 mois. Soit elle essaye ici, c'est la place de Kiborn. Bon, mais ça, c'est très difficile d'atterrir là, parce que la Crimée, il y a des lignes de défense. Mais il faudrait percer ici, par là, vous voyez. Voilà, Berdiansk. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avant cette guerre, je ne sais pas si Jacques mesura, il y avait un projet anglo-saxon, britannique, de faire une base militaire à Berdiansk. Et donc, les Russes ont pris peur. Il y a un moment, c'est pour ça qu'on ne peut pas rentrer trop dans le détail, il y a Sébastopol, il y a eu tous les traités. Les Russes ont commencé à envisager, c'est normal, ils voulaient en aucun cas laisser Sébastopol, mais ils ont commencé à construire à Novorossiysk, ne pas confondre avec Novosibirsk, qui est dans le transsibérien. Donc vous voyez, il y a Sochi, où Poutine aurait une propriété extrêmement importante. Il y a Rostov-sur-le-Don, ici, vous voyez. Et il y a Stavropol. Stavropol, c'est intéressant, c'est là qu'est né et a passé sa jeunesse Mikhail Sergeyevitch Gorbatchev. Et on dit qu'il descend d'une famille cosaque. Donc, vous voyez tous ces taxes, et vous voyez comment dire, vous voyez les oléoducs. Alors, Poutine, qui n'en manque pas un, il dit, vous voyez, maintenant, l'Europe n'achète plus de gaz à la Russie. On en achetait 144 milliards de tonnes par an, et bien maintenant, ça passe par le Turkish Stream. 58 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire le tiers de ce qu'avait acheté, passe par là, et ensuite se répand différemment. Donc vous voyez, cette carte est intéressante, elle montre tous les enjeux évidemment avec les zones économiques, avec la fameuse île des serpents. Là, déjà en 2003, il y avait un problème là, près de Zov. Alors, Poutine, il connaît son histoire. Je l'ai vu à la télévision. Maintenant, on n'a pas la télévision, maintenant il faut regarder sur Internet. Il s'est enorgueilli de dire, eh bien maintenant, ceux qui connaissent l'histoire, Pierre le Grand, en 1696, a pris la forteresse d'Azov. Et à un moment, il voulait mettre d'ailleurs la capitale, pas à Pétrograd, mais à Constantinople, Tsargrad. Donc l'attraction des mers chaudes, bien connue. Eh bien, Poutine, il s'est dit, ah, maintenant, Azov est un lac russe. J'anticipe un petit peu, pas de vin. On ne sait pas ce qui va se passer. Soit l'armée russe s'effondre, comme disent beaucoup de généraux. Bon. Moi, modestement, je fais le calcul que si la Russie arrive à préserver une légère bande de terre autour, Crimée ou pas, mer d'Azov, il aura sauvé la mise. C'est la question que je pose. Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que l'Occident va donner les moyens à l'Ukraine de reconquérir ça?
sans emploi de nucléaire, c'est déjà quelque chose dont on peut questionner. Mais en tout cas, ce qui ne m'a pas échappé, c'est que Poutine s'est dit, voilà, j'ai pris la mer d'Azov. Je suis l'égal de Pierre le Grand. Donc, l'égal, voilà. Donc, pour lui, c'est une pensée géopolitique. Alors là, je reprends, j'aurais dû le faire avant. Ce qui est intéressant, c'est que l'Ukraine, elle est dans la plaque tectonique de l'Europe. Il y a la zone des forêts. Le Russe est un homme des forêts. Regardez les isbas, le bois, les églises, ils sont très forts. Et il y a la zone des steppes. La zone des steppes, Dikhe Polje, ça a été un moment, les Tatars, tataro-musulmans, et les fameux Cosaques qui ont impressionné, eh ben, ils étaient comme les Serbes, ils luttaient à la fois contre les Polonais, parce qu'ils étaient catholiques, eux étaient orthodoxes. Donc ils ont balancé sans arrêt entre la Pologne catholique, la Russie orthodoxe et les Russes, évidemment. Relisez Taras Bulba, que j'ai lu dans ma jeunesse, c'est un roman fantastique. Gogol, quel écrivain. Et justement, on lui reprochait d'avoir écrit en russe. Et il y a quelques années, je me souviens, Le Monde avait écrit un article « Comment les Ukrainiens traduisent Gogol en ukrainien ?» Bah oui. Bon. Donc, c'est la ligne de fracture entre catholiques et orthodoxes. Bah oui, la grande division, la grande division. Moi, je me suis occupé de 6 ans de franco-allemand. On s'est réconciliés. Il y a eu la guerre en 70, 14. Et puis, en quelques années, plan Schuman. À chaque fois que j'intervenais, je disais, mais Russes et Polonais, il y a pas mal de gens. Vous savez, on a 1,5 million de Polonais dans d'autres pays. Il n'y a pas que Poniatowski, Bokanowski, et ainsi de suite. Et Lewandowski, des hommes très brillants. Et donc, il faut qu'ils se réconcilient. Bah, avec cette guerre, on va 1 siècle en arrière, sinon 2. Donc, vous voyez, cette ligne de fracture, elle est là. Chrétiens et musulmans, et puis Europe, Eurasie. Bon, je n'ai pas le temps de parler sur l'Eurasie, c'est une chose très intéressante. Alors, le destin de la pauvre Ukraine, ou la grande Ukraine héroïque, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un pont et un mur? Et par exemple, Kouchma, qui était le 2e président, il dit, les ponts, j'aime pas beaucoup, parce qu'on peut marcher dessus. Vous voyez, donc, on écrase. Donc, c'est là le destin. Elle est écartelée. Elle est écartelée par les choses extérieures. Alors là, bon, oulala, je vais très très vite. Je parle déjà une demi-heure, j'ai plus que 10 minutes, un quart d'heure. Là, c'est quand même intéressant, je vous montre la carte de l'Ukraine. Vous voyez comment le patchwork. L'Ukraine, avant, j'ai tout un chapitre là-dessus, avant le 45, elle était à 420 000. Maintenant, elle a 603 000. Donc là aussi, il ne faut pas être un grand mathématicien, les gens se trompent. Les Russes ont occupé 22% du territoire, mais y compris la Crimée, y compris le Donbass. Donc 22, c'est à peu près 102 000 km. Maintenant, ils sont à 17,5%. 20 départements français. C'est pas mal. Bon, après, voilà. Le problème. Alors, il y a la Transcarpathie. Alors, ce qui est intéressant, c'est la géopolitique de Staline. Là aussi, je revois là-dessus. Pas fou, le pépère Staline. Il a voulu absolument avoir la Transcarpathie en Ukraine, donc en URSS, et ben pour surveiller la Hongrie et la Slovaquie et la Pologne. Et en 1956, quand les chars ont réprimé Budapest, et ben, ils sont passés par là. Et c'est très intéressant. Vous voyez, donc, c'est de là que passe à Yupor. Il y a une station de pompage de gaz qui est là. Je n'ai pas le temps de parler du gaz. C'est passionnant aussi le problème du gaz, parce que l'Ukraine, il y avait des stations de compression, ils traversaient l'Ukraine, mais il n'y avait aucune mesure. Donc les Russes envoyaient, mettons, 27 milliards de mètres cubes, et puis l'Europe, à l'arrivée, il n'y en avait plus que 23. Bah, évidemment, certains se servaient un peu au passage. Bon, ça c'est controversé, c'est le problème un peu. Alors voilà un petit peu l'immense territoire, la Russie. J'illustre encore mon triangle de Lublin. Alors voilà le syndrome de Lublin, donc j'en ai parlé, c'est pas la peine de revenir. L'initiative des 3 mers. Ça, c'est Pilsudski. Le général de Gaulle, j'en parle, il a été dans la mission militaire française, c'est là qu'il a développé les chars. Il était visionnaire. Il a déjà écrit, avant le fameux traité de Rapallo, avril 22, il a déjà dit 4 ans avant, ou 2 ans avant, pardon, que les Germains et les Slaves vont se réunir. Donc voilà l'idée de Pilsudski, le dictateur général qui a fait la guerre. Ça s'est terminé par le traité de Riga en 21. Eh bien, voilà un petit peu. Et c'est exactement, j'aurais pu vous mettre la carte de la République des 2 nations, c'est ça. Alors évidemment, il faut comprendre l'autre. Il a fait une immense erreur.
Mais ce n'est pas tout de dire qu'il fait une erreur. Il faut voir comment il fonctionne. Autrement, on n'aura jamais la paix, on aura la guerre perpétuelle. Il y a un moment, il faudra châtier les coupables, reconstruire, mais sur quelle base? Donc, voilà le trauma qu'ont les Russes. Parce que autant l'Alsace-Lorraine a été réglée, là, ce n'est pas réglé. Et c'est remarquable. Pour moi, c'est comme si cette histoire congelée, souvenez-vous, après, elle a été congelée pendant 3 siècles et elle déborde de tous les côtés. C'est pour ça. Alors, on n'a pas pu la régler. Je me souviens, Laure Mandéville, qui a des positions très connues avec Sigov, elle est intervenue sur LCI, j'ai bien regardé, et ce qui m'a frappé, elle disait « Les Polonais, pour eux, c'est une nouvelle insurrection de la Pologne ». Mais j'avais exactement pensé ça avant, vous voyez, de conviction. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Jacques? Je ne savais pas. Non, pas Jacques. Le fils de Brzezinski est ambassadeur en Pologne. Pas pour rien. Donc vous voyez le lien, les diasporas. Donc voilà un petit peu. Alors maintenant, quel ordre mondial? L'ordre mondial tel que l'on a, on l'appelle libéral américain. Il a été établi le 26 juin 1945. D'après les études que j'ai faites, c'est pratiquement le plus long de l'histoire contemporaine. Il y a eu la paix de Westphalie, 1748. Ensuite, il y a eu les traités d'Utrecht, 1713, où les Britanniques ont pris Gibraltar. Ils réclament toujours. Ensuite, il y a eu le traité de Vienne, qui a éclaté avec la guerre de Crimée. Ensuite, il y a eu évidemment Versailles. Ça a été un armistice de 20 ans. Tandis que là, on en est presque à 80. On a un ordre, qui est ce qu'il est. Il est inégalitaire, mais il est là. Alors, on dit nouvel ordre, il faut savoir ce qu'on dit. Alors, il y a une distribution des forces, c'est vrai. Alors, Oui, alors ça, je l'ai dit avant, donc, vous voyez, seule la Chine accomplit une ascension. Pour l'instant, il n'y a aucun prétendant. Moi, je suis un peu un diplomate non traditionnel. Je considère qu'il faut élargir le Conseil de sécurité. Ça fait 40 ans qu'on en parle. À l'Inde, au Japon, mais la Chine n'en veut pas. L'Allemagne, difficile. Le Brésil, l'Afrique, 3, mais lesquels? Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, chacun un mois. Alors évidemment, les Chinois bloquent les Japonais maintenant parce qu'ils vont se réarmer. Ils bloquent l'Inde parce qu'ils sont copains avec alliés avec les Pakistanais. Donc c'est le problème qui est insoluble. Mais je vais plus loin, et je l'ai dit. Je ne suis quand même pas aussi naïf pour abandonner le droit de veto. Mais je considère que les puissances permanentes, les grands, la Russie et la Chine ils critiquent l'Occident, des impérialistes, des colonialistes. Ben, très bien, messieurs, tirez les premiers. Abandonnez. Lorsque vous avez un conflit où vous êtes concerné, renoncez au droit de veto. Soyez démocrate. Pourquoi vous, quand vous êtes concerné, vous vous arrogez le droit de bloquer toutes les décisions, comme la Syrie et tout? Il supposerait que la France et la Grande-Bretagne le fassent. Alors évidemment, en 1956, Suez, pendant la guerre d'Algérie, on n'était pas là. Mais maintenant, on est pas impliqué, on est parti du Sahel. Soyons cohérents. Ou on remet une partie de l'ordre à plat, et là, on aura un nouvel ordre, ou alors on vivra toujours de reconstructions qui seront toujours imparfaites. Ça, c'est une occasion, mais c'est un peu trop tôt encore pour l'envisager. Voilà. Alors, bon, ça, c'est les positions sur l'Ukraine. Je passe très vite. Alors, finalement, pour faire court et pour terminer là-dessus, il y a 2-3 mondes qui se juxtaposent. Il y a l'Occident global, qui n'est, bon, c'est une expression pas toujours très heureuse, qui est constitué de l'OCDE, c'est-à-dire 38 pays. Mais c'est plutôt un organe, j'ai travaillé là-dessus, c'est le château de la Muette, l'ancien château de Rothschild qui a été donné. C'est là d'ailleurs qu'il y a eu les négociations du plan Marshall, et je peux vous dire, pas vrai, la guerre froide, elle a commencé là, le 3 juillet 1947. Mais enfin, c'est hors sujet, mais pas tout à fait. C'est là qu'on est passé de One World, de Roosevelt, à Two Worlds. C'est-à-dire, on a coupé les relations. On n'en est pas là, mais on s'achemine. Voilà, malheureusement, avec cette guerre, mais ça a commencé avant. Donc, on a l'OCDE, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un club qui est plus économique. C'est pas l'OTAN. Donc, il y a des pays comme la Croatie, qui ne condamne pas trop la Russie, qui ne veut pas donner. Il y a le Brésil, vous voyez, et le Brésil, Lula, et au début, il a critiqué l'OTAN. Donc, on ne leur demande pas de s'aligner, on est libéral. Alors, bon. Donc là, et ce qui est intéressant, c'est que la Russie a demandé son adhésion dès 1996,
Une feuille de route a été établie en 2007. Elvira Naboligna, il y a une photo dans le site, en juin 2009, elle a remis un mémoire à Ángel Gurría, qui est intéressant. Quand j'étais au Mexique, je l'avais rencontré, c'était l'ancien directeur du Trésor. Et pour ceux qui connaissent un peu l'Amérique latine, en 82, il y avait la grande dette mexicaine. Il fallait la régler, vous voyez. Alors, le ministre des Finances était Jesus Herzog et le directeur du Trésor était Ángel Gurría. Et on disait, avec Jésus et Angèle, le problème de la dette, il est réglé. Malheureusement, il n'a pas été réglé, il n'y a pas eu de miracle. Donc voilà un petit peu. Alors, donc, ensuite, alors ça c'est l'OTAN, je évite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'OTAN a des partenaires. Et maintenant, du fait là, elle s'est renforcée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Madrid, pour la première fois spécifiquement, en juin 22, elle a déclaré la Chine non pas adversaire, mais adversaire. Vous voyez ? Et ce matin, d'après ce que j'ai lu, Jens Stoltenberg, qui était l'ancien Premier ministre de Norvège, j'étais dans l'hôtel où il a signé avec Medvedev les accords de délimitation de la mer de Barents après 40 ans de négociations. Et je me souviens, les Russes disaient « on s'est fait avoir ». C'est norvégien, vous voyez, 40 ans de délimitation, le 15 septembre 2010. Alors j'étais, bon, peu importe, vous voyez, Stoltenberg, bon, il est un peu fatigué, mais bon, il a été l'ancien Premier ministre norvégien, et son frère. Et son père, c'est une très grande famille norvégienne, enfin des patriciens norvégiens. Donc voilà un petit peu Madrid, j'en passe vite. Voilà un petit peu, évidemment, la Russie qui se sent entourée, soyons neutres, mais bon, elle n'a rien fait aussi pour... avec évidemment la guerre, l'atroce guerre en Tchétchénie. Alors là aussi, je ne peux pas parler vite. Au début, on a voulu intégrer la Russie. Ça a été le partenariat pour la paix, ça a été l'acte en 97. Mais il y a eu quoi? Il y a eu, en octobre 93, Yeltsin, qu'on disait le bon boyard, bah, il a tiré sur la Maison-Blanche. Pas à Washington, bien sûr, mais là-bas. Il y a eu 150 à 300 morts. Donc on s'est dit, attention, régime faible, il faut qu'on prenne des gardes. Et puis ensuite, il y a eu l'atroce guerre en Tchétchénie, on a vu que c'était inhumain, on s'est dit, pas facile d'intégrer un pays comme ça dans la sphère otanienne. Alors évidemment, les gens j'étais plutôt de ce côté-là, qui voulaient maintenir un contact avec la Russie, est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Mais tout le monde s'est trompé, de Chirac à tout le monde. Ou ceux qui disaient, je vous l'ai bien dû, c'est un grand débat. Mais c'est facile de dire après. Et puis attention, un universitaire, c'est pas comme disait très bien De Gaulle, il faut décider. J'ai du grand respect pour Raymond Aron. Il a été à la France Libre et un jour il a critiqué De Gaulle. Un petit article. Et De Gaulle l'a convoqué dans son bureau, il l'a mis en face, et De Gaulle lui a dit, mon cher Raymond Aron, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Raymond Aron, une des plus intelligentes, brillantes de son temps, il a dit, à partir de ce moment, je ne serai plus un professeur. Je vais écrire pour m'engager. Facile de donner des cours. Et d'ailleurs, De Gaulle, gentiment, lui a dit, Aron, journaliste à la Sorbonne et professeur au Figaro. Cela dit, ces articles sont remarquables, inégalés, quoi. Donc voilà un petit peu l'OTAN, telle qu'elle se prépare. Donc vraiment, on a pris, on peut pas rentrer dans le détail, avant c'était le fil conducteur. Donc on s'est dit, avant la chute de l'URSS, on a commencé, c'est les dividendes de la paix, on a baissé, les budgets ont été divisés par 2. Et puis, il y a un moment, je me souviens, le ministre de la Défense suédois, il avait un écouteur. C'est-à-dire qu'en cas d'invasion russe, on se rend. C'est même pas la peine de se battre. Maintenant, c'est différent. Vous voyez, donc maintenant, on se prépositionne au cas où. Bon, alors évidemment, je ne suis pas un expert militaire, je n'exclus pas quelques escarmouches. En fait, la tactique russe, c'est de déborder ça pour mettre tout le monde. Elle titille la Moldavie, elle veut pousser la Biélorussie dans le bain en disant maintenant tu es là, et l'autre s'accroche, c'est pour ça qu'il est allé à Pékin. Plan de paix, mais des plans de paix, vous et moi, si on se met sur cette table, excusez-moi, on le fait en 3 heures. C'est le même problème. Hein. Les principes. Après, il faut le réaliser, le discuter. Donc voilà, j'arrive à peu près à mes 42 minutes. J'avais des tas de choses à vous dire sur l'organisation de coopération de Shanghai, c'est dommage. Mais ça, l'organisation, ici quand même, il faut le dire, parce que c'est l'organisation de coopération de Shanghai, 3 mots pour terminer, si vous êtes encore patient.
Elle a été créée en 96-2001. C'était une conférence, une organisation. Ce n'est pas du tout comme l'OTAN. Il n'y a pas de secrétariat permanent, il n'y a pas d'armée. Alors c'était un peu... Alors il y avait les 4. Le Turkménistan, il n'est jamais, il s'exclut. Donc il y avait Russie, Chine, et puis les 4 anciens Asie centrale. Puis peu à peu, il y avait d'autres adhésions. Alors l'Inde et le Pakistan, il fallait mettre tous les deux. Puis l'Inde et le Pakistan, ils se font un peu la guerre. Et puis ensuite l'Iran. Ils se sont interrogés beaucoup. L'Iran, pas de problème avec les États-Unis, est-ce qu'on y va? Puis finalement, l'Iran est là. D'où l'expression RIC, le nouvel empire mongol. RIC, Russie, Iran, Chine. Et c'est une redoutable alliance. Ils sont là. Hein. L'Iran va devenir certainement une puissance atomique. Ils ont enrichi leur uranium à 82%. Il suffit d'avoir 90% et c'est l'arme. 20 kilos enrichis à 90%, c'est qu'une arme, c'est pas un arsenal. Donc, on en est là. Alors, ce qui est intéressant, pour montrer le multi-alignement, j'ai aussi écrit un bouquin sur le non-alignement en 80, intéressant. La Turquie, qui est vraiment très opportuniste, a demandé à adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai en septembre dernier. C'est quand même assez opportuniste. À la fois, c'est la double appartenance. L'Algérie, elle a demandé à adhérer aux BRICS. Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, ainsi de suite. Donc, vous voyez, autour de Pékin, Moscou, il y a un ensemble d'organisations qui est moins structuré que l'OCDE, moins fort que l'OTAN, mais il y a toute une nébuleuse d'organisations. Et par rapport à ça, il y a des compagnons de route, des alliés, et d'autres, effectivement, qui cherchent à garder la neutralité. Mais c'est de plus en plus difficile. Donc il y a un monde, non pas deux, c'est pas pendant la guerre froide. Avant, il y avait l'Est, l'Ouest, les non-alignés. Maintenant, il y a 4 mondes, et chacun en fonction de son opportunité, son intérêt. C'est pas clair, voilà, ils jouent sur tous les tableaux. Et l'Inde, que j'analysais, je regrette que l'Inde, par exemple, Nehru est un grand homme d'État. Bon, celui-là, je respecte, bien sûr, parce qu'il préside le G20, mais ils critiquent Gandhi. Et regardez comment ils répriment les musulmans. Il y a 200 millions de musulmans, ils les traitent en sous-hommes, excusez-moi. Et personne ne dit rien. Chez nous, si vous faites ça, vous êtes considéré de... Voilà. Et pour eux, ils réduisent. Et ça n'empêche pas, parce que tout le monde a besoin de l'Inde. Alors l'Inde achète du pétrole. Il y a 2 raffineries en Inde. Il y a 1 an, ils importaient 100 000 barils. Maintenant, 1,5 million de barils, multiplié par 50 pour les tonnes an. Eh bien, je ne dirais pas une hypocrisie. On achète du pétrole russe raffiné via l'Inde. Et on le paye plus cher, parce que l'aller-retour est là. La Chine, pareil, et ainsi de suite. Donc l'Inde, quand il y avait des crises Est-Ouest, eh bien, le pandit Nehru, le maréchal Tito, Nasser différent, ils prenaient leur bâton de maréchal, c'est qu'à le dire, Tito était maréchal Tito, et ils demandaient aux grands d'arrêter leur guerre. Ne dépensez pas le développement. Eux, rien. Voilà, ils s'abstiennent, et puis ils achètent moins cher. Ce n'est pas le nouvel ordre mondial dynamique. Bon, c'est facile de dire ça, mais quand même, on aurait préespéré. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est attentiste, évidemment. Moi, je disais il y a quelque temps que le moment de vérité se passerait entre le printemps et l'été. Bon, pas près. Mon optique, maintenant, c'est que ça sera une espèce de conflit semi-gelé qui va continuer. Et puis, comme Poutine sait que personne ne va l'enverser, qu'il n'y aura pas la révolution à ses portes, que son avenir après 24 peut être assuré, parce qu'il pourra dire finalement « je tiens une mince territoire », j'ai tout l'OTAN contre moi, qu'on vous lisait, j'ai asséché les arsenaux des 30 pays de l'OTAN et je suis toujours là, donc il va essayer de maintenir tout ça. Alors, quel va être le point de décision, la bataille décisive de Clausewitz? Nul ne le sait, mais on est dans un monde incertain, volatile, où la propagande oui. Il y a peut-être la réponse, là, non? Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je ne peux pas tout parler, vous voyez. Pour ma génération, avec un peu la famille, c'est le conflit le plus important, le plus chargé d'histoire, d'émotions, d'enjeux. En plus, comme je connais le non-alignement, je connais le pétrole, je connais quand même la Russie où j'ai vécu, là, tout ça,
c'est quelque chose qui traverse. Aucun autre conflit, à ma connaissance, n'a été aussi clivant important, qui remet en cause. Il n'y a plus de centre, plus de périphérie. Le traité de Quincy du 14 février 14, quand Roosevelt est sur le... Ouais, et puis on voit Ovaïm Saoud, là, et puis il a volé en éclats. Donc vous voyez, la carte du monde, et c'est passionnant, mais en même temps difficile, elle se déroule sous nos yeux. Et je terminais en disant, il y a 3 horloges. Il y a l'horloge de la diplomatie, très fine, petit tic-tac, elle a complètement été brisée. Il y a l'horloge de l'information, alors tous azimuts, le SINT, et l'horloge de la guerre qui frappe. Donc vous voyez, les 3 ne sont pas coordonnés, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu, j'ai débordé de 5 minutes, excusez-moi, on pourrait parler plus, et je suis persuadé que vous avez des suggestions, des questions, des remarques, et que on en tiendra compte pour la 2e édition. Merci infiniment pour votre exposé. J'avais lu une étude qui avait été faite par une université américaine sur les langues parlées en Ukraine. Les langues parlées en Ukraine. Et effectivement, ils avaient posé, c'était extrêmement fin comme analyse, et ils avaient même posé la question de savoir quelle était la langue que l'on parlait plus naturellement à la maison. Était-ce le russe ou l'ukrainien? Donc ça datait de 2020 à peu près, j'avais gardé ça en mémoire parce que j'ai trouvé ça intéressant. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que quand on compare la zone où la langue primaire est le russe, ça correspond de façon à peu près exacte à l'occupation par les Russes aujourd'hui. Bon, sachant que, bien entendu, comme dans la plupart des pays de l'Est européen, la langue parlée n'est pas nécessairement la langue du cœur. Il y a la lingua del pane et la lingua del cuore. Et donc, mais je voulais savoir si vous pensez que ce facteur linguistique a un impact, notamment du point de vue de Poutine, qui pourrait dire, mais vous voyez, j'ai arrêté le Drang nach Osten, hein, là où on parle russe. Et est-ce que vous pensez que ceci peut nous aider à déchiffrer l'avenir ? Là aussi. La langue ukrainienne, à ma connaissance, bon, je ne suis pas linguiste, je prétends pas tout connaître, elle a émergé entre le XIV et XVIe siècle, slavon d'église et matinée. Alors ce qui m'a intéressé, c'est qu'une Ukrainienne que j'ai connue, qui a écrit le dictionnaire de l'Ukraine, elle a écrit que, contrairement à ce que je croyais, la langue la plus proche, c'est le biélorusse, à 82%. Bah oui, ils ont vécu. Le polonais, disons, à 78%. Le serbe, pour une raison que je ne sais pas, et le russe, 62%. Regardez, je suis allé à l'église, j'ai vu l'épitaphe Petlura, il est mort le 25 mai 26, là, il a été assassiné par un agent double au coin de la rue Racine. Bah, pratiquement, j'ai tout compris, sauf un mot. Vous voyez ? Et pourtant, qu'on dit 62%. Bon, il y a aussi une 3e langue, un peu comme le portugnol d'ailleurs. Vous savez, les gens, il y a une espèce de langue qui est un mélange. Alors on voyait, en fonction des classes et tout, vous voyez, c'est mélangé. Alors, bon, je n'ai pas pu citer ici Huntington, qui dit que Huntington avait à la fois raison, il disait que dans sa guerre des civilisations, la même civilisation ne peut pas se faire la guerre. Or, ils sont là. Alors, ce que j'observe maintenant, c'est qu'il y a une dérussification de l'histoire et de la langue. Vous voyez, on retire tous les ouvrages de russe. C'est un peu dramatique, mais c'est la réalité, parce que le russe est considéré comme un barbare. On le sait très bien. Le peuple russe, il colle à ce dirigeant, donc il est aussi responsable. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je le comprends tout à fait maintenant. Dans 5 ans, est-ce que c'est irrémédiable ou pas? Voilà. C'est comme si le français, en 1945, avait dit interdire d'apprendre l'allemand. Mais bon, on est dans la guerre, bien sûr. Donc la langue, elle est là, elle évolue, quoi. Elle est... alors, tout le monde connaît les statuts.
Le meilleur article là-dessus, c'est l'Institut de Montréal, de Laval à Montréal. Ils ont des articles extrêmement savants. Ils montrent toutes les lois. Et puis on sait très bien qu'après ce que Poutine appelle le coup d'État, j'ai une page là-dessus, là, c'est intéressant. Coup de force. Et il y a une loi qui a banni la langue russe, mais le président qui a succédé à Viktor Yanukovych, ça n'a jamais été appliqué. Donc, alors, il n'y a pas tellement... Il y a la langue et il y a la religion. À un moment, comme vous le savez, il y avait 3 religions. Il y avait 3 églises orthodoxes, 92. Alors, Kiev, Moscou, alors, et puis, évidemment, Constantinople. Alors, les 2 églises, il y a l'église orthodoxe ukrainienne, la vraie, et d'Ukraine, qui dépend du patriarche Moscou. Mais la moitié des paroisses ont fait défection. Et ne prient plus pour Kirill. Kirill, qui est un drôle de bonhomme. Hein. Ensuite, il y a l'église uniate de Florence, et puis il y a l'église catholique. Et puis, il y a quelques protestants, hongrois, et ainsi de suite. Donc, l'Ukraine, mais justement, cette guerre a effacé toutes ces divisions régionales, ethniques. Elle a créé, effectivement, le nouveau peuple. Disons qu'une nouvelle nation ukrainienne née dans la douleur, mais quelle douleur et quelle destruction. C'est très cher payé, l'émergence. Mais c'est malheureusement le prix. Et ce qui est fantastique, c'est que je parle avec les amis, le russe ne considère que l'Ukraine et la Russie, c'est le même pays, ils n'en démordent pas. Même des gens assez éclairés, c'est le même peuple. Voilà. Je sais pas, moi, c'est comme si on disait que, je vais très loin, souvenez-vous du traité de Verdun 1842, la France et l'Allemagne, c'est le même peuple, ils avaient le Charlemagne. Et puis la Belgique, c'est français, c'est ces méchants anglais qui l'ont déchiré. Allez, il faut récupérer la Belgique. Et où est-ce qu'on va comme ça? Bon, je simplifie énormément, hein, mais la langue, effectivement, vitale. Mais le problème, c'est qu'il y a une coupure maintenant. Alors, là aussi, c'est dramatique. Parce que toute la belle littérature russe qu'on a lue, et ben maintenant, elle est presque déplacée. Alors que regardez ce que écrivait Tolstoï, je ne parle même pas de Dostoïevski, et ainsi de suite. Quand on prend, j'ai quelques citations. Je prends une citation excellente que j'ai trouvée dans un gros bouquin d'histoire, après la guerre de Crimée, un tract anonyme en disant « Tyran », c'est exactement pour l'épisode actuel, « Tyran, nous as projetés dans cette guerre étrangère et maintenant tu vas payer des trucs comme ça. » Bon, la langue, oui, mais ça, c'est... Il y a peu bon, sauf les spécialistes qui ont fait langue. Alors, ce qui est intéressant, c'est quelqu'un comme Georges Nivard, et qui est un homme remarquable, qui connaissait Solzhenitsyn, qui a écrit beaucoup sur lui. C'est un des rares grands slavophiles russes qui a eu le courage de dire « je me suis trompé ». Maintenant, il faudra jeter tous vos regards sur l'identité russe. Peu de gens ont dit ça. Hein. Demandez à Merkel, demandez à Sarkozy. Bon, Chirac, il n'est plus là. Personne n'a dit qu'il s'est trompé. Bon, je n'en parle pas d'autres. Donc voilà. Et lui-même disait, moi, j'ai voulu apprendre les langues orientales, je pouvais apprendre du bulgare, des trucs comme ça, mais l'ukrainien n'avait pas. Hein? Est-ce qu'il y avait du ukrainien ou Langso? Oui, mais le statut... Ouais, non, Il y a autre question? Oui. Voilà. C'est sûr qu'il y avait du l'ukrainien, mais c'était un statut. La question que je veux poser, c'est je ne comprends pas pourquoi on dit que la Russie, que Poutine, comment dirais-je, à long terme, il est favorisé. Et quoi? Que le temps est pour lui, que plus ça va durer, plus il... Micro. Que le temps le favorise. Parce que le temps, oui. Finalement, la guerre, qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est, comment dirais-je, qu'est-ce qui est déterminant dans la guerre? C'est l'argent qu'on dit, c'est l'économie. Non, j'ai la réponse. Or, non, mais j'ai pas fini. Or, l'économie de l'Occident global, comme dit Poutine, est beaucoup plus forte. Non. Alors là, il faut faire un raisonnement à 3 temps. Il y a le cours en disant que s'il n'a pas totalement perdu, il peut sauvegarder son candidat leader de la nation. Moi-même, j'écris,
il y a 3-4 mois, je me disais, il passerait la main à d'autres. Mais je pense qu'il ne va pas le faire, il fera conscience à personne. Donc il a intérêt à étirer cette guerre, ne pas massive, parce que faire une offensive globale, j'y crois pas. Les généraux savent ça, mais au contraire, il voudra saigner l'Ukraine à petit dos pour faire durer jusqu'aux élections présidentielles américaines, jusqu'à ce que l'Europe se fatigue, ainsi de suite. Donc il a intérêt à la fois pour sentir extérieur et pour préserver son pouvoir. Ça, c'est vrai. Mais il y a comme des gens lucides, des ripascas, le truc. Si vous regardez ce que fait Biden, on aime ou pas, il a un programme de 2 trillions de dollars. Chip Act, 438 pour les microprocesseurs, 1200 pour les infrastructures, le reste. 2000 milliards d'investissements vont être mis dans les batteries électriques, dans l'hydrogène verte, dans les parcs éoliens. Des choses énormes. L'Amérique, elle sait se relever. Il y a le New Deal. Elle va vers le futur. La Russie, 1,1% du PIB dans la recherche. Tout va dans l'armement. Microprocesseurs, elle n'en produit pas. Il y a eu quelques articles. C'est pour ça que je demande à des généraux, je ne suis pas spécialiste, je demande, écoutez, achat, nos portables, c'est 3 nanomètres, c'est-à-dire 3 milliardièmes de mètres. 90%, c'est Taïwan, la TSMC. Les Chinois sont à 20 nanomètres, c'est nos voitures. Les Russes ont acheté 2 milliards de frigidaires, de machines à laver. Comment chaque Russe, elle doit avoir 3 machines à laver? C'est fantastique. C'est le pays le plus propre du monde. Je blague. Ils ont acheté. Et les Chinois ne sont pas fous. Ils les gardent pour eux. Si à Taïwan, ils ne vont pas... voilà. Donc, il y a cette bataille qui est très forte. Et là, la Russie, à mon sens, elle est rendez-vous dans 2-3 ans, très bien. Mais un chef d'État, bon, bah lui, après moi, le déluge. C'est là, la Russie. Alors, il y a eu des tas d'études qui ont été faites. Bien sûr que l'économie russe se maintient, elle s'est maintenue maintenant, avec un baril moyen à 80, puisque le budget russe, il est toujours formaté sur 45 $ le baril. Et l'Oural, attention, il y a 58 $. Et parce qu'on a continué à acheter, on vient d'arrêter. Mais maintenant, déjà, ils vont baisser la production, ils le vendent 30% moins cher, et puis il faudra le ailleurs. Bon, certes, ils ont le blé. Ça, le blé, on aura toujours besoin. Enfin, c'est pas 25 millions de tonnes. Ils ont un très bon ouvrage. Ils produisent 100 millions de tonnes de blé, et 30 millions, c'est pas ça qui enrichit un pays, énormément. Donc, et des gens comme Derry Pascal, le roi de l'aluminium, il vient de le dire. Tous les investissements étrangers ne sont pas là. Vous voyez? Quand moi j'étais chez Total, on voyait. J'ai assisté à la signature, j'ai vu devant mes yeux Poutine et Rex Tillerson. En août 13, je suis parti 6 mois après, ils ont signé un accord d'investissement de 600 milliards de dollars. C'est pas rien. Pour développer la mer de Barents et la mer de Kara. Regardez la Nouvelle-Zambie. Mais c'était fantastique. Et bien, tout ça est tombé à l'eau, évidemment, avec la 14. Les investissements, ils n'ont pas cette technologie. Recherche à 3 dimensions, gravimétrie. Vous voyez, je ne veux pas refaire l'histoire là-dessus. Ils ont une productivité par puits qui est inférieure. Alors évidemment, ils remontent, mais pas partout. Et comme ils ne sont pas développés le gaz de schiste, ils sont quand même en retard dans certains investissements. Regardez les voitures. Bon, ben, il n'y a plus d'airbag, ainsi de suite. Alors évidemment, ils mettent tout, comme pendant l'URSS, ils mettent tous les meilleurs ingénieurs pour l'armement. Mais le reste, bon, c'est vrai, l'économie ne s'est pas effondrée, et puis ils importent, les magasins sont pleins, l'inflation, elle est à 12, Poutine a dit qu'elle va tomber à 4. Attention, on verra. Donc bon, elle ne s'est pas effondrée, mais on ne tue pas une économie russe en 1 an, 5-6 ans. Et le problème, c'est que 5-6 ans, où est-ce qu'on en sera? Et comment on réagira? Oui. Oui, bonsoir. Merci de votre conférence, de votre présence. Voilà. Moi, je voulais en appeler un peu aux diplomates. Je voulais en appeler aux diplomates que vous êtes, voilà, ou avec vos collègues. Donc, vous avez dit, effectivement, il y a le temps de la diplomatie, il y a le temps de la guerre. Depuis des mois, nous entendons effectivement les ambassadeurs sur les plateaux qui nous disent effectivement, écoutez, c'est pas le temps de travailler à la négociation, les armes parlent. Certes, je suis un ancien militaire, je connais aussi la Russie et l'Ukraine. Donc mon propos consiste à dire, vous qui êtes diplomate, ancien chef d'État et de gouvernement, ancien ministre des Affaires étrangères, vous avez des carnets d'adresses.
Ne serait-il pas possible néanmoins de travailler, parce que même en temps de guerre, me semble-t-il, on peut travailler à essayer de réfléchir à différents scénarios et voir ce qui pourrait être fait sur des sous-sujets, comme par exemple le statut futur de territoire dont les deux belligérants accepteraient de cesser les combats, comme par exemple l'échange de population, comme par exemple le libre accès à la mer Noire, quel accès à la mer d'Azov dans le futur. Quantité de sous-sujets. Donc mon propos consiste à dire, même en temps de guerre, et parce qu'il y a des hommes qui meurent tous les jours, me semble-t-il, il est du devoir des diplomates d'essayer d'apporter leur pierre, leur contribution. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont mobilisés sur ce sujet? Sinon, ce serait une sorte d'indifférence irresponsable. Merci. Question. Bon, je ne veux pas faire une nouvelle blague. Shimon Peres, qui était un vétéran des négociations israélo-palestiniennes, disait, excusez-moi, c'est un petit peu vu, qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas faire en public, c'est l'amour et la paix. C'est-à-dire, il faut être discret. Il y a eu des négociations à Istanbul, j'en parle. D'ailleurs, 2 délégués ukrainiens ont été assassinés, SBU, parce qu'ils les accusés. Il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts, mettons, le 12 novembre, entre William Burns, diplomate, l'Américain qui connaît certainement mieux la Russie, et Patrushev, non, Narishkin, qui est venu un jour au Sénat ici. C'est lui que Poutine a insulté publiquement. Hein, pas évident. Hein. Et là, Narishkin, ça montre que, entre parenthèses, Poutine n'est pas Staline. Il serait terminé en goulag, hein, Narishkin. Bon, peu importe. Mais il y a effectivement... bon, ce qui se passe, c'est secret. On ne va pas le faire ici, justement. C'est évident que les gens réfléchissent. Tous les ministères, les think tanks, voilà. Réparation. Moi-même, j'ai un petit plan. Par exemple, si la Russie admet, si après Poutine, un nouveau régime se met en place, mais quand admet les erreurs qui ont été commises par A, par B, ceci, cela, je ne rentre pas dans le détail, c'est délicat, et qu'on est prêt à le faire, on peut très bien faire un fonds d'investissement pour la reconstruction, exactement un plan Marshall, où la Russie mettra son obol en physique, et elle peut très bien signer un accord sur 50 ans. Au lieu de vous vendre le gaz à $450 les mètres cubes, je vous le vends à 45. Encore faut-il que ce soit appliqué, ainsi de suite. Il y a des choses. Mais maintenant, le temps n'est pas la négociation. Tout le monde, voilà, ils ne veulent plus parler. Parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner chacun. Alors évidemment, ça se prolonge. Et comment ça va se terminer? Personne ne le sait. On attend que l'autre cède. C'est ça qui est horrible. On attend qu'il n'y ait plus de munitions, que les opinions publiques. Mais les négociations, c'est toujours les 10 problèmes. Il y a le plan de 12 points des Chinois. Les Italiens avaient fait un plan déjà il y a 6 mois en 4 points, mais c'est rien de nouveau. Le gros problème, c'est les frontières. Lesquelles? 23 février ou 91? Ensuite, criminel de guerre. Est-ce qu'on fait un tribunal d'agression ou la cour de pénal? Là aussi, j'ai un chapitre là-dessus. Ni la Russie, ni l'Ukraine n'ont ratifié le traité de Rome. Donc, on ne peut pas. Vous voyez? Alors, tribunal d'agression, oui. Et d'ailleurs, le traité d'agression, il y a le 17 décembre 1974. Vous voyez, j'étais à l'ONU, j'ai le texte encore, j'étais dans la délégation française qui a négocié l'agression. On a mis 30 ans à définir l'agression. Et on dit tout là. Ensuite, il y a le crime contre l'humanité, le crime de génocide, le crime de guerre, ainsi de suite. Donc, il faudrait un tribunal. Puis ensuite, aller les saisir. Hein. Poutine, c'est pas Milosevic, c'est pas Radjic, ainsi de suite. Ou c'est même pas le Pinochet. Donc, ensuite, il y a l'indemnisation, la compensation, le traité de sécurité. Intellectuellement, ces problèmes... Moi-même, j'ai écrit un article en décembre. Il lisait en conflit. J'ai écrit un article en décembre où je préconisais les concessions qu'il fallait faire pour éviter la guerre. Alors peut-être c'était utopique, où on me dira, tu as cédé, mais peut-être qu'il aurait fait faire ça pour ne pas avoir la guerre. Je l'ai envoyé au Figaro, ils ne m'ont pas pris. Alors, c'est peut-être pour ça que j'écris le livre. Une autre revue me l'a pris, mais après j'ai pris. Et je suis peut-être naïf ou trop arrogant,
eh ben, rendez-vous dans un an, je suis sûr que 85% de ce que j'écris en décembre sera appliqué. Sauf si effectivement, il y a une victoire totale de l'Ukraine, ce qu'on souhaite, honnêtement, après tous les malheurs qui ont été vus au pays, mais on l'aimerait, mais il ne suffit pas de l'aimer, il faut le faire. Et finalement, sans être théorique, on est dans le double bind. C'est-à-dire qu'on veut à la fois que l'Ukraine gagne, et on ne veut pas humilier, on ne veut pas tuer la Russie. On ne sait pas très bien où on va. Vous voyez, c'est ça, on est dans l'expectative. L'âne de Buridan, on ne sait pas laquelle prendre. Et on ne peut pas faire autrement. Parce que, alors, quand je vois certains qui disaient, voilà, il faut désarmer la Russie, ben fais-le. On voudrait la débellatio. Je connais bien mon droit international. Qu'est-ce qui s'est passé en 1945 ? L'Allemagne a été détruite. Il n'y avait plus d'Allemagne, gouvernement central. Il y avait un gouvernement quadripartite qui a été supprimé en 1990. Et c'est ça qu'on veut avec la Russie. Puissance atomique. Donc, ou alors on détruit le régime poutinien. Beaucoup de gens le souhaitent, le veulent. Intellectuellement, c'est très brillant, mais pratiquement. Donc voilà, on est dans... alors c'est pour ça que c'est très difficile et en même temps hasardeux, parce qu'on prend des décisions, on prend des proclamations, on suit ça au jour le jour. Bon, moi je regarde un peu avec le télescope. C'est peut-être lâche, enfin pas lâche, mais c'est différent. Il y en a qui regardent la loupe. Je les admire, à la limite. Voilà, ils ont pris tel village. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est tactique? Alors c'est tactique sur le plan militaire, c'est stratégique sur le plan du moral, et puis le lendemain, on va dire le contraire. Bon, vous voyez, je veux pas, bon, je respecte, j'écoute, on apprend. Et personne n'est omniprésent. Hein. C'est une sagesse collective qu'il faut créer. Donc il y a le point de vue du militaire, il y a le point de vue du diplomate, il y a le point de vue de l'économiste. Et des gens, regardez, il y a eu des réunions. La Banque mondiale a évalué déjà. Et regardez, en anglais, c'est Build Better, Reconstruct. C'est-à-dire, on va reconstruire, pas comme avant, mais on va construire en mieux. Très bien. Imaginez que l'Ukraine reprenne Mariupol, ce que je lui souhaite. On va reconstruire une usine flambant qui sera la meilleure usine d'acier d'Europe. Ça va peut-être coûter 12 milliards de dollars. On va faire des nouveaux théâtres. Rien que ça va coûter, Mariupol, 20 milliards. Et puis il faudra ainsi de suite. Voilà. Mais il y a effectivement des plans. Et croyez-moi, cyniquement, il y a des entreprises qui sont déjà prêtes à se jeter là-dessus, y compris turcs. C'est évident. Et les Américains, ils savent le faire. Et l'Europe est ça. Vous voyez. Donc à la fois, il y a le sentiment et il y a l'après. Et tout ça se prépare, croyez-moi. Pour ma part, je suis allé en Ukraine il y a maintenant 4 ans et j'ai été étonné, j'ai été tout à fait étonné en débarquant à la gare de Lvov de voir qu'il y a dans toute la ville, je le dis dans toute la ville, on ne voit que ça, des papiers hygiéniques, des rouleaux de papier hygiénique avec le portrait de Poutine. Voilà, donc ça c'est à Lvov, donc la partie occidentale. Dans la partie orientale, c'est impensable à Kiev. C'est impensable. Quand vous revenez de ce pays, la première impression que vous avez, c'est qu'il y a 2 peuples et que ces 2 peuples ne s'entendent pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors d'un côté, vous avez les Ukrainiens de l'Ouest. Les Ukrainiens de l'Ouest, c'est ceux qui ont rejoint la République de Petloura, qui est enterrée dans l'église qui fait le croisement entre la rue des Saints-Pères et le boulevard Saint-Germain. Vous rentrez, vous avez à gauche le tombeau de Petliura qui a été assassiné par Staline. Voilà. Et ensuite, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, après Holodomor et après le massacre de ces populations, vous avez 250 000 tout de même Ukrainiens de l'Ouest, en grande partie de l'Ouest, qui se sont joints aux troupes de Hitler pour marcher sur Moscou, à travers, dans Koursk et tout ça, directement sur Moscou. Moi, je pense, quand je suis venu, j'ai trouvé que ces 2 peuples n'avaient rien à voir, même physiquement. Et l'artisanat à Kiev et l'artisanat à Lvov, ça n'a rien à voir. C'est un artisanat autrichien, polonais, et l'autre côté, c'est un artisanat russe. Et pourquoi c'est russe? Qu'est-ce que ce sont? Ce sont des pieds noirs. Quand il y a eu le massacre, parce que ces familles, ces 250 000 Ukrainiens, ils sont pas restés.
C'était souvent des catholiques. On ne dit pas catholiques là-bas, on dit gréco-catholiques. Et il n'y a plus de catholiques, très peu, il y en a 10%. Ils sont partis aux États-Unis, au Canada. Victoria Nuland, c'est une descendante d'Ukrainienne. C'est pour ça, le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères du Canada, c'est une Ukrainienne. Non, bien sûr. Voilà. Bon, merci. C'était pas une question, c'était un témoignage. Voilà, c'est un témoignage. Très Donc, intéressant. ces gens-là ne s'entendent pas. Vous nous éclairez. Vous avez des pieds noirs quasiment, Ouais. Non, mais pieds noirs russes, et qui n'ont peut-être pas... Le problème est complexe, on peut pas... mais c'est un témoignage très intéressant. Cela dit, la diversité, un Breton n'est pas un Alsacien. Moi, j'ai travaillé avec des Alsaciens. Ils n'aimaient pas être traités de Boche ou d'Allemand. Oui, mais un il y a eu des Marseillais, c'est un massacres Lillois. terribles. Donc, oui. Il y a eu des massacres terribles. C'est Oui. pas entre l'Alsace et la France, ça n'a rien à D'accord. voir. Il y a eu des massacres. Merci. Voilà. Je voudrais m'adresser aux diplomates parce qu'on entend beaucoup parler du traité de Minsk qui n'aurait pas été Du traité de Minsk Ah oui. qui n'aurait pas été respecté par les Ukrainiens, ce qui est un prétexte. Les accords de Minsk. Les accords de Minsk, pardon. Un traité. Mais on parle beaucoup moins du traité de Budapest de 1994, si je me souviens bien, où l'Ukraine, récemment indépendante, échange ses armes nucléaires contre des garanties de frontières qui sont signées par les États-Unis, la Russie et l'Angleterre. Et en fait, ce traité de Budapest, il a été piétiné en 2014 par les Russes, en fait. Donc, quelle est votre analyse diplomatique sur... on n'en parle jamais, je trouve, de ce traité. Bonne question, complexe. Alors, le traité de Budapest, on a tellement commenté, les Ukrainiens, effectivement, c'était la troisième puissance nucléaire, ils avaient 1700 têtes qu'ils ont données, ils ont un petit peu traîné des pieds. D'après ce que j'ai vu, c'est les Européens qui ont poussé justement à ce qu'ils abandonnent, là aussi, parce que l'Ukraine tapait à la porte de l'Union européenne, et donc on leur a demandé, ne soyez pas nucléaires, ne soyez pas un élément perturbateur. Donc ce n'est pas l'Ukraine seule qui s'est sacrifiée, on l'a poussé, autrement on ne vous accordera pas l'aide. Là aussi, je simplifie un petit peu. Alors dans la propagande russe, là aussi, il faut voir ce qui s'est passé avant le 21 et 24 février. Ils disent, ils ont mis au point une arme chimique, ils l'ont testé sur les Ukrainiens, une arme chimique qui serait que pour les Slaves, comme s'il y avait une arme chimique, excusez-moi, pour les blondes aux yeux verts, mais pour les châtains aux yeux noirs, ça ne marcherait pas. Mais voilà où on a. Et surtout, Poutine et tout son entourage a dit, ils veulent se doter de l'arme nucléaire. Eh bien, je vous renvoie. Zelensky est allé à Munich, la Wehrkunde, qui a été créée d'ailleurs après la crise de Cuba, par un comte allemand. Vous voyez, ils sont forts, les Allemands. Ils ont Davos pour l'économie, et ils sont ça. Vous voyez, on dit que notre diplomatie est la meilleure du monde, ou la meilleure de l'Europe. Les Allemands, oui, ils ne sont comme pas aussi nuls. Ils ont ces deux forums. Eh bien, on a dit, les Américains, Biden et Blinken, ont dit, n'y va pas le 19 février, parce que tu auras la guerre. Il n'a pas cru, pour des tas de raisons. Il est allé, il a fait un beau discours, je l'ai lu, je l'ai relu. Il a dit effectivement ce que vous dites, les accords de Budapest n'ont pas été appliqués. Il n'a pas dit, il n'est pas fou. Je ne veux pas me mettre le gars. C'est donc qu'il y a un problème et il y a quelque chose qu'il faudra résoudre. Voilà, on a vécu avec cette espèce voilà, on l'a piétiné, donc il faut que la communauté internationale reprenne le travail. Et ben, on l'a repris là-bas. Alors, les accords de Minsk, il y a eu 2, il y a eu septembre. Là aussi, elle a traité, il y a eu la formule Steinmeier. Là aussi, je simplifie parce qu'il y avait 12-13 points. C'est dans Wikipédia, vous trouverez tout ça. Je voulais le mettre en annexe, mais enfin, il y a tellement de documents qu'on ne peut pas tout faire. En somme, les Russes, on disait, d'abord des élections. 2, une fois que les élections, vous accordez un statut d'autonomie. Et une fois ceci empoché, j'ouvre les frontières. Eh bien, tous les Ukrainiens disent, on n'est pas fous. Si je ne peux pas contrôler les frontières, les élections ne seront jamais libres et obligées. Parce que, à la limite, des électeurs fantômes pourront arriver de Belgorod et puis tous les gens ukrainiens. C'est pas facile. Les élections, on en a fait. Si les listes électorales ne sont pas faites, je ne suis pas comme Gogol qui fait voter les morts, les âmes mortes, mais vous savez, si ce n'est pas fait d'une manière solide, c'est très difficile. Donc, là aussi, et il y a eu ce point d'achoppement, entre autres. Les Russes n'ont jamais admis qu'ils sont intervenus. Il y a eu entre 20 et 30 000 Russes qui ont combattu.
Et ils ont battu les Ukrainiens en août 14. Ensuite, il y a eu le fameux la M17, et ainsi de suite. Donc, il y a eu une intervention. Et Fabius, qui est mon camarade de promotion, un jour, il a dit à Poutine, « Ah, il y a des soldats russes qui sont là-bas. Oh, ils se sont trompés de chemin. » Quand même, franchement. Non, on les appelait même les combattants du week-end. Voilà. La semaine, ils étaient à la caserne, et le week-end, ils venaient. Et d'un seul coup, on voyait que, tiens, le week-end, il y a le feu augmente et tout. Donc, non, les Minsk. Alors, ce qui s'est passé maintenant, et c'est un petit peu grave, parce que Merkel a dit que finalement, on voulait gagner du temps avec les accords de Minsk. Elle n'aurait pas dû dire ça. Et puis, Vyacheslav Surkov, le fameux mage du Kremlin, on se demande d'ailleurs si c'est Angelo qui l'a écrit. Bon, on verra. Bon, il est tellement bien informé que d'où est-ce qu'il a eu tout ça? Il vient de dire que nous aussi, on a cru. Il y a eu un article dans le Figaro, Janté, qui est un très bon journaliste sur les centrales, il l'a dit. Et puis depuis, plus rien. Donc il y a quelque chose qui se passe. Si chacun trompait. Mais d'un autre côté, vous savez, la diplomatie, c'est fait pour tromper les gens. Enfin, il ne faut pas le dire correctement comme ça, mais on gagne du temps et on essaye. Les accords de Minsk, alors toute la thèse de Poutine, c'est de dire on aurait appliqué les accords de Minsk, il n'y aurait pas eu cette guerre. Et les Ukrainiens disent de toute façon, ils n'étaient pas implicables. Vous savez, c'est ceux qui ont fait du droit international, pacte sunt servanda, et il y a rebus sextantibus. Et on peut même appliquer, je n'irai pas jusque-là, le dol. Vous savez, quand Hitler, je ne fais pas de comparaison, quand il a reçu le président Hacha de la Slovaquie, il lui a dit « tu signes ça ». Et Poroshenko, je le cite, il a dit « on n'avait que deux solutions, la pire et l'abominable ». J'étais acculé. Vous le savez, je ne peux pas faire autrement. Et manifestement, il s'est dit « je ne peux pas les appliquer ». Bah oui, les accords inapplicables. Donc c'est malheureusement... C'est pour ça qu'un accord, s'il n'est pas... Vous savez, en droit international, l'accord doit être juste, équilibré, durable, équitable et inclusif. Voilà le jargon de l'ONU. On peut faire une dissertation. Trouvez-moi un accord juste, durable, équitable, inclusif. C'est la pierre philosophale.